Ok, donc bienvenue à tous pour ce live de vous rendre disponible à 18 h pour qu'on vous partage justement comment développer une entreprise profitable, rentable et épanouissante. Bon, Charlotte n'était pas fan de mon acronyme PRE, mais au moins il remplit la mission, puisque ouais, j'avoue, PRE, c'est pas le truc le plus sexy du monde, mais par contre, profitable, rentable et épanouissant, c'est un peu plus sexy. Vous êtes d'accord, non? Si on oublie 2 secondes le PRE, qui parmi vous veut une entreprise profitable, rentable et Non, épanouissante? revendable, Rentable, revendable rentable. Ouais, revendable, et excuse-moi. épanouissante. Qui parmi vous veut une entreprise profitable, revendable et épanouissante? On a moi. Il est 18 h. J'ai eu une journée où j'ai enchaîné les meetings, donc si vous ne me mettez pas le feu dans le chat, on se casse, ok? Et Et on va boire l'apéro. on va boire l'apéro. Moi, Donc, je vais mettre un qui emoji parmi vous feu. ici veut une entreprise rentable, une entreprise profitable, revendable et épanouissante? Ah, Yes. voilà, ça s'agite un peu, tant mieux. Parfait. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Rapidement, pour être sûr que vous ne perdiez pas votre temps, à qui s'adresse cette présentation? Bon, vous pouvez toujours rester si vous n'en faites pas partie. Par contre, ce ne sera pas forcément à vous que ça s'adresse le plus. Mais les personnes à qui ça s'adresse, c'est des gens qui ont déjà validé leur offre phare, voilà, qui ont déjà une offre qui se vend, qui est validée, un positionnement relativement clair, et qui souhaitent augmenter leurs revenus et surtout leurs profits, puisque j'aime cette idée qui dit que tu n'achètes pas la maison de tes rêves avec un chiffre d'affaires, mais tu achètes la maison de tes rêves avec un niveau de profit. Donc, ceux qui veulent augmenter leur profit, et à des gens aussi qui sont des gens assez créatifs et qui se doutent bien qu'ils auront peut-être envie dans le futur de créer d'autres projets et qui ont envie de pouvoir capitaliser sur ce qu'ils vont créer maintenant, même s'ils n'ont pas envie de faire ça toute leur vie. Puisque le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous aider à vous assurer de créer une structure qui soit délégable ou revendable, et également à des gens qui valorisent leur épanouissement et qui sont bien conscients que leur entreprise n'est qu'un outil au service de leur épanouissement. Et donc, que des gens qui souhaitent que leur journée ressemble à ce qu'ils aiment. Donc, si aujourd'hui vous avez une offre qui est validée, vous avez déjà un certain chiffre d'affaires, vous avez déjà une entreprise qui fonctionne correctement et que vous voulez apprendre à la rendre plus profitable, découvrir les critères pour qu'elle soit revendable et également trouver plus d'épanouissement, ajuster certaines choses pour plus d'épanouissement, vous êtes au bon endroit. Ce qu'on va vous partager aujourd'hui, on va vous partager l'évaluation de votre quotient PRE, qui est selon moi le meilleur prédicteur de votre épanouissement global sur le court et long terme. L'état d'esprit à avoir pour augmenter votre profit, les différents critères pour avoir une entreprise qui soit revendable, et pas que, puisque que vous vouliez revendre votre entreprise ou pas, les différents critères qu'on va vous partager aujourd'hui sont importants. Euh, voilà. Et les 2 compétences phares et antagonistes pour une entreprise épanouissante. Avant ça, juste, qui sommes-nous? On va prendre quelques minutes juste pour vous présenter ça, parce que certains, vous venez de chez Charlotte, d'autres, vous venez de chez moi. Donc, peut-être que vous dites, OK, qui est l'énergumène qui parle à côté de Charlotte? Ou qui est la fille qui a l'air un peu plus sérieuse que Julien, qu'on ne connaissait pas à côté? Donc, Charlotte, je te laisse la parole. Qui es-tu? Yes. D'ailleurs, est-ce que tu peux mettre co-hôte ou pas sur le Zoom? Je ne sais pas si c'est possible. Qui je suis? D'ailleurs, dites-moi dans le chat s'il y en a qui viennent via moi et qui se demandent qui est l'énergumène à côté de moi. Pour me présenter, ça fait bientôt 7 ans que je suis entrepreneur et en fait, j'ai un parcours assez particulier dernièrement puisque j'ai créé une entreprise maintenant il y a 6 ans dans la formation et le coaching et c'est l'entreprise que j'ai revendue très récemment. Cette entreprise que j'ai créée, développée et revendue, elle s'appelle Postadem. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Postadem. C'est une société de formation en reconversion professionnelle autour de laquelle j'ai construit tout un écosystème avec le média, il y a le livre, le podcast, une vingtaine de programmes de formation, une communauté de plus de 5000 clients. Donc voilà, tout un écosystème que j'ai développé autour de ça. Et c'est une entreprise où, au bout de quelques années, j'ai eu envie de faire autre chose, de passer à autre chose dans ma vie. Je ne rentre pas dans les détails ici, on pourra y revenir.
Et je me suis dit, ben, finalement, la meilleure façon de pouvoir passer à autre chose sans sacrifier tout ce qui a été construit, c'est de vendre cette société. Donc, je suis passée par une phase au cours de la dernière année de discussion avec des acquéreurs, de structuration de la boîte de façon à pouvoir en sortir, avec le double objectif de pouvoir y être quasiment plus, déjà, moi, en termes de temps de travail, et de pouvoir la vendre. Et donc, j'ai cette expérience-là et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Euh, donc, l'entreprise, elle est vendue. J'ai encore les clés pour quelques jours. C'est un petit peu long, la paperasse, mais c'est quasiment terminé. Et en parallèle de ça, j'ai une autre société de mentorat pour les entrepreneurs, où je coach des entrepreneurs, bah, par exemple avec les immersions qu'on fait ici, que je développe depuis quelques temps et où j'accompagne les entrepreneurs à faire 6 chiffres tout en vivant la Dolce Vita, puisque c'est mon style de vie, c'est ma philosophie de vie de avoir un business qui nous permet d'avoir le temps et le revenu pour faire ce qu'on aime dans notre vie perso et s'éclater plutôt que de subir le business et pas être dans une prison dorée qu'on se serait créé tout seul. Voilà ce que je peux dire sur mon parcours. Parfait. Et vous, Julien Musy, qui êtes-vous? J'aime bien quand on me voit. Euh, Moi, je m'appelle Julien Musier. J'aime bien quand on me voit. C'est une chose à savoir sur moi. Et à part ça, j'ai créé différentes petites entreprises. Quand je dis petites entreprises, c'est qu'ils faisaient 100 000 euros par an entre 2016 et 2018, mais on m'a surtout connu à partir de 2018 où j'ai créé Leader de ton marché et en 14 mois, on est passé de 0 à 450 000 euros par mois. On a eu une des plus grosses croissances sur le marché francophone. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai généré beaucoup d'argent avec cette entreprise et au fur et à mesure, je me suis un peu lassé de cette entreprise et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs dans le fond. Ce qui m'a amené petit à petit à me détacher, on va dire, de cette entreprise pour finalement l'abandonner après avoir généré plus de 10 millions d'euros en 4 ans et passer à autre chose. D'ailleurs, avec des gens qui m'ont accompagné là-dedans et que je suis content de voir ce soir. Merci Levi, merci Louisa. Et voilà, et il y a 2 ans, du coup, après ce parcours de croissance, à apprendre énormément sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur la vente, sur la gestion d'entreprise, sur le management, sur le recrutement. Ça a été vraiment une école de la vie pour moi, cette entreprise. J'ai décidé de réajuster ce chemin pour me demander, OK, c'est bien, tu t'étais dit que tu voulais devenir libre financièrement pour pouvoir vivre la vie que t'aimes, mais c'est quoi la vie que t'aimes? Et qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et du coup, il y a 2 ans, je me suis reconnecté à ça, ce qui m'a amené à reprendre quelque chose un peu de zéro, où aujourd'hui, mon activité est séparée en 2 parties. Une première qui est du coaching sur tous les sujets qui existent. Je sais que c'est pas très vendeur comme ça et c'est ce que je te décommanderais à tout le monde de faire, mais je peux me le permettre et je peux me le permettre, donc autant en profiter. Et la deuxième chose, c'est on a aussi une école de coaching qui s'appelle Mastery, dans lequel on forme des gens aux outils du coaching. Et je kiffe. Voilà. Je kiffe et ça me moi, ça m'inspire personnellement de faire ce live, mais au-delà de ce live, surtout l'immersion qu'on a organisée avec Charlotte pour une raison, c'est que je pense que j'ai laissé quelques millions d'euros sur la table en n'ayant pas structuré l'entreprise et en n'ayant pas eu toutes les connaissances qu'elle va commencer à nous partager ce soir et qu'elle continuera à partager dans cette immersion euh, de justement comment tu structures une boîte qui est revendable. Donc, je suis très content pour cette raison d'être avec Charlotte parce que souvent, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On est dans le guidon et on se dit, OK, en fait, le but, c'est de créer du chiffre d'affaires et de créer du profit. Et souvent, quand on est quand on est un entrepreneur qui a créé sa boîte sur lui-même, ce qui crée du chiffre d'affaires ou du profit, c'est souvent de remontrer sa tête et de recréer du lien, mais qui est aussi quelque chose qui nous enferme, donc quelque chose qui nous empêche de vendre. Et je suis très content aussi d'avoir ce live ce soir parce que ça va vous permettre de pouvoir envisager dès maintenant ces différents questionnements que la plupart des entrepreneurs n'envisagent pas au début. Et souvent, c'est trop tard. C'est quand tu l'envisages, quand vraiment tu en auras le cul. Parce que quand vraiment tu en auras le cul, le problème, c'est que tu veux plus mettre l'énergie que ça demande de la structurer pour qu'elle soit revendable. Et donc, c'est quelque chose qu'on va vous partager justement ce soir pour que vous n'ayez pas à laisser plusieurs millions d'euros sur la table, comme ça a été mon cas. Voilà.
je vous fais un petit cadeau des plusieurs millions que j'ai laissés. Vous m'en donnerez 10% dans quelques années quand vous vendrez votre boîte. C'est tout ce que je vous demande, quoi. Grand seigneur. T'as dit quoi, Charlotte? Grand seigneur. Ouais, Non, grand mais seigneur. je suis entièrement en phase avec toi. Et en fait, tu sais, c'est le mieux vaut prévenir que guérir. Et en fait, ça peut être soit un ras-le-bol, soit carrément, quand tu es au bout, ça peut être du burn-out, ça peut être plein de choses. Et en fait, il y a toujours intérêt à anticiper ce genre de choses. Et j'avais une cliente justement en immersion il n'y a pas très longtemps qui aimerait pouvoir vendre son business, mais elle est tellement au bout du rouleau sur ce business qu'elle a même plus le jus pour pouvoir faire les dernières actions qui permettraient de le faire. Donc, au plus tôt vous anticipez, au mieux c'est. Et je pense que ça, je ne sais pas si tu comptais le dire juste après ou pas, mais j'en profite, c'est que, en fait, ce que vous avez à mettre en place dans votre business pour pouvoir le vendre un jour ou pour pouvoir y travailler le moins possible, disons, j'en sais rien, une journée, une demi-journée par semaine, en fait, c'est les mêmes choses. C'est exactement le même plan d'action et les mêmes critères pour y être peu ou pour le vendre. Ce qui fait que dans tous les cas, vous avez tout à y gagner, à anticiper et à mettre ces choses-là en place. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, ben, moi, je ne pense pas vouloir vendre un jour, peut-être que c'est ma passion, j'ai pas envie d'en changer, mais peut-être qu'à un moment, vous aurez, alors déjà, des fois, ça peut être un pépin, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais ça peut être aussi un choix de partir faire un tour de monde quelques mois, de prendre un congé sabbatique, de vous consacrer à une autre activité. Et à ce moment-là, vous serez bien content d'avoir la structure en place pour que ça puisse se passer de vous pendant une durée déterminée. Yes, et on va faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà vu qui parmi vous a déjà vécu une séparation amoureuse dans sa vie? Levez la main. OK. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui parmi vous, lorsque vous avez rencontré cette personne, souvenez-vous du moment où vous l'avez rencontrée, où vous étiez follement amoureux d'elle? Est-ce que vous pouvez vous replonger dans ce coucher de soleil partagé avec elle, dans lequel la vie s'arrêtait et vous aviez trouvé votre âme sœur pour le reste de votre vie? Vous en souvenez? OK. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouviez envisager qu'un jour, vous ne seriez plus avec cette personne? Probablement pas. Et c'est la même chose qui se passe dans une entreprise. C'est que la plupart du temps, au moment dans lequel on est, il est difficile de s'envisager en train de ne plus être avec cette entreprise. Pour autant, aujourd'hui, quand vous repensez à cette personne dont vous étiez follement amoureuse et avec laquelle vous êtes séparés, ça vous paraît une évidence de ne plus être avec elle. Et c'est pareil pour votre entreprise. Il y a probablement un jour où ça sera une évidence pour vous de ne plus continuer l'aventure avec cette entreprise. Et pour ça, euh, si vous voulez que ça se passe dans la fluidité, dans la simplicité, il faut être au clair sur les différents critères d'une entreprise revendable, auquel je laisserai la parole à Charlotte pour nous les partager dans quelques minutes. Moi, je ne sais pas faire ça, créer une entreprise revendable. Par contre, ce que je sais faire, c'est créer une entreprise profitable. Donc, Charlotte s'occupe du R, je m'occupe du P, et le E, on s'en occupe tous les deux C'est ça. à la fin de ce webinaire. Euh, qui parmi vous aimerait avoir plus de profit dans son entreprise? OK. Les autres, il faut vraiment qu'on ait une discussion. Voilà. Euh, comment est-ce que on augmente le profit? C'est une question qui est trop générale pour nous donner des vraies clés. Il y a une question qui est beaucoup plus intéressante à te poser, qui est quelles sont les sources de perte de profit? OK? Et il y a deux sources principales de perte de profit. La première, c'est une mauvaise stratégie. C'est-à-dire que si votre stratégie, c'est d'aller vendre du sable dans le désert, ça va être compliqué d'être profitable. D'accord? Donc, la première chose qui peut éroder votre profit, c'est tout simplement que vous avez une mauvaise stratégie. Et cette mauvaise stratégie, elle peut se trouver au niveau de 5 points. Vous pouvez avoir une mauvaise stratégie au niveau de votre offre et votre positionnement. Donc, vous avez un positionnement et une offre qui est mal positionnée, donc qui stratégiquement ne sera jamais rentable. Et vous pouvez avoir la meilleure stratégie marketing possible, la meilleure stratégie de vente, vous ne serez jamais rentable. Le deuxième point sur lequel vous pouvez avoir une perte de profit en termes de stratégie, c'est que vous n'avez pas une bonne stratégie de génération de leads. Vous ne savez pas comment générer des prospects. Vous ne savez pas comment vous faire connaître.
et la manière dont vous faites connaître vous coûte trop d'argent par rapport à ce que derrière ça vous rapporte. Ok. La troisième chose qui peut vous faire perdre du profit, c'est une mauvaise stratégie de conversion. Donc, vous avez des gens qui tournent autour de votre business, mais pour autant, vous avez une mauvaise stratégie de conversion. Et j'ai eu une cliente il y a quelques mois qui est une personne qui a des centaines de milliers de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux et qui a du mal à vivre de son activité. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème de stratégie de conversion. Ok. Elle a un bon positionnement, elle a une bonne génération de prospects, mais juste, elle ne sait pas convertir. Le quatrième endroit, c'est au niveau de la livraison. Vous pouvez avoir une livraison qui vous coûte trop cher et qui vient éroder tous vos profits, qui n'est pas efficiente. Et le cinquième endroit sur lequel vous pouvez perdre du profit, c'est au niveau de la fidélisation. C'est-à-dire que peut-être que ça vous coûte de l'argent d'acquérir des clients et vous avez peu de profit, ça vous coûte de l'argent, voilà. Mais peut-être que ces clients attendent qu'une chose, c'est de racheter des programmes chez vous. C'est-à-dire que j'avais une cliente assez récemment qui a une super communauté de femmes. Elle a plus de 800 femmes qui la payent 3 000 € par an. Et elle n'a aucun autre produit derrière. Donc forcément, ça lui coûte de l'argent d'acquérir ces 800 femmes à 3 000 € par an. Euh, et elle n'a pas de profit derrière parce qu'elle dépense de la pub. Sauf qu'une fois que tu as acquis des clients, si tu arrives à avoir une stratégie de fidélisation, bah, ces clients, tu n'as plus à les racheter. Donc, ces cinq premiers éléments sur lesquels on peut travailler en termes de stratégie. Et ensuite, tu peux avoir la bonne stratégie, mais pour autant ne pas avoir de profit si tu as une mauvaise exécution de la stratégie à ces différents endroits. C'est-à-dire que tu peux avoir la bonne stratégie, mais si euh, tu fais de la pub mais que tu ne sais pas comment optimiser tes publicités, par exemple, bah, en fait, tu ne feras pas de profit et ça te coûtera trop cher. Donc pour moi, si on, si on regarde le problème en termes de profit, il se trouve toujours. Ah, on va faire des dessins. Je me Ah, demandais. bah oui. Euh, on a ici, ah, ça me déstresse de dessiner. Tac. C'est un nouveau dessin aujourd'hui que je vous offre en exclusivité, que je n'ai jamais décidé nulle part ailleurs, et qui est juste pour vous ce soir, jeudi 8 février à 18h22. C'est mon cadeau. Voilà. Euh, donc, ici, je peux avoir offre, positionnement, lead gen, conversion, euh, livraison, fidélisation. OK? Et à chaque endroit, ça peut être soit un problème de stratégie, soit un problème d'exécution. OK? Juste là, si on évalue du coup rapidement ces 10 points, à quel endroit est-ce que vous pensez avoir la plus grosse source de perte de profit? Est-ce que c'est stratégie en termes d'offre positionnement? Est-ce que c'est en termes de lead génération au niveau de la stratégie, au niveau de l'exécution? En termes de conversion au niveau de la stratégie, au niveau de l'exécution? Par exemple, pour être vraiment clair, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir un super script de vente, avoir un super système de vente, un CRM en place. Bref, au niveau de la stratégie, on est nickel, on a tout envisagé. Par contre, une mauvaise exécution, c'est quoi? C'est que vous avez un closer qui est nul. Ok. Typiquement, la stratégie est en place. Par contre, les personnes qui exécutent cette stratégie ne sont pas efficientes. Ok. Donc, juste si on évalue ça directement, euh, lead generation, donc génération de leads. En gros, génération de leads, c'est quelle est votre capacité à vous faire connaître et à vous faire découvrir par des nouveaux prospects et de nouvelles personnes qui arrivent dans votre business. Donc là, juste si on fait un petit sondage rapide, où vous semble être la plus grosse faiblesse en termes de profit? Lead gen, exécution aléatoire de lead gen. OK. Lead gen, fidélisation. OK. Beaucoup de lead gen, fidélisation. OK. Bon, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir accompagné
des milliers d'entrepreneurs ces dernières années, il y a parfois aussi un gap entre ce qu'on croit être la source de problèmes dans le profit et la véritable source de profit, la véritable source de perte de profit. Par exemple, euh, peut-être que vous pensez avoir un problème de lead gen parce que vous considérez, vous vous comparez à des gens qui ont des dizaines de milliers de followers et vous, vous en avez que 1000, mais vous ne voyez pas qu'en fait, votre gros problème, c'est que sur ces 1000, vous ne faites rien en termes de conversion, par exemple. OK? Donc, c'est difficile là de vous aider à identifier un par un c'est quoi exactement le problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise une immersion avec 20 personnes seulement, et on vous en parlera plus tard, parce que euh, pour moi, identifier le problème correctement, c'est déjà 50% de la résolution. C'est Einstein qui disait, si on me donnait 60 minutes pour résoudre un problème, je passerais les 55 premières minutes, euh, je passerais les 55 premières minutes à le définir correctement. OK. Donc, sur ça, on ne peut pas vous aider là maintenant. Par contre, j'aimerais vous partager une astuce qui peut vous aider dès maintenant et que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour créer plus de profit. C'est que le secret pour créer du profit, c'est de créer de la contrainte. Le secret pour créer du profit, c'est de créer de la contrainte. En 2019, enfin, fin 2018, c'était ma première, on va dire, grosse année. Je venais de faire une année à 600 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires en 2018, il me semble. Euh, Grâce à Levi qui avait, sur ces 600 000 euros, effectué 400 000 euros des ventes, à lui tout seul, je crois, un truc comme ça. Bref, c'était ma première grosse année à 600 000 euros. Et en fait, je me retrouve à la fin de l'année, au moment où mon comptable me dit, ben voilà, vous pouvez prendre vos dividendes, à ne pouvoir prendre que 50 000 euros de dividendes, je crois. Et 50 000 euros, ça peut peut-être paraître beaucoup, sauf que moi, je m'attendais à beaucoup plus. J'étais étonné du peu de profit qui restait et du peu de possibilités de dividendes qui restaient. Et à ce moment-là, je commence à me demander, putain, mais comment ça se fait que sur ces 600 000 euros, s'il me reste 50 000 euros de dividendes que je peux prendre, ça veut dire qu'on a dépensé 500 000 euros dans l'année pour faire ces 600 000 euros. Ce qui était étonnant, puisque l'année d'avant, on avait dépensé 40 000 euros et on était passé de 40 000 euros de dépenses à 500 000 euros de dépenses. Et en fait, il y a un livre qui s'appelle complètement oublié le nom. Profit first, non? Merci. Merci Charlotte. Il y a un livre qui s'appelle Profit First, qui explique que une entreprise, c'est comme une, une cash burning machine. C'est comme un monstre qui va manger tout le profit que tu laisses autour de lui. OK? C'est comme, moi j'ai un chat qui est un petit peu boulimique. C'est-à-dire que peu importe la quantité de croquettes que tu lui mets et de boîtes que tu lui mets dans sa gamelle, il l'a fini. Tu vois. C'est-à-dire que tu lui en mettes 4 ou une, il va finir ses croquettes. Bah, en fait, pour moi, une entreprise, c'est un peu la même chose avec le profit. C'est-à-dire que toute la quantité d'argent que tu lui laisses de disponible, il va s'en servir pour résoudre des problèmes. Et en lisant ce livre fin 2018, du coup, je me suis dit, il faut créer de la contrainte. Créer de la contrainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire opérer avec moins que ce qui est disponible. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu parler, à mon avis, de la métaphore du dentifrice, l'analogie du dentifrice. C'est quoi l'analogie du dentifrice? C'est qui parmi vous s'est déjà retrouvé, peut-être en voyage, ou en tout cas un moment où il arrive le soir, il est 20h, 21h, c'est le moment d'aller se laver les dents, et là vous arrivez dans la salle de bain, vous regardez le tube de dentifrice, et vous vous rendez compte que il ne reste qu'un tout petit fond de dentifrice. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le tube, vous le malaxez dans tous les sens, vous le tordez dans tous les sens pour essayer définitivement de faire sortir un petit peu de dentifrice. Et finalement, vous arrivez à vous laver les dents. À qui c'est déjà arrivé? Juste lever la main. Il n'y a que moi qui m'en prends à mon tube de dentifrice comme ça? Non, ah, rassurez-moi, vous m'avez fait peur. OK.
Voilà, il y en a même qui coupent le tube. Ça, c'est les plus extrêmes d'entre vous. Euh, il y en a même qui coupent le tube. Et le lendemain, vous achetez un nouveau type de dentifrice. Vous êtes trop content. Vous avez un nouveau type de dentifrice. Vous arrivez le soir, il est 21h. Vous arrivez dans la salle de bain. Et là, vous ouvrez le tube de dentifrice. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites splash. Et la brosse à dents, elle déborde de dentifrice. Vous êtes tellement content. Bon, selon, est-ce que vous aimez le goût du dentifrice ou pas? Vous en avez consommé 2 à 3 fois plus que la veille. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vos dents sont mieux lavées que la veille? Non? Ok. Et là, vous venez de découvrir le secret pour faire plus de profit. On va vous envoyer la facture. C'était 20 000 euros pour découvrir l'analogie de la brosse à dents. Non, plus sérieusement, le, le- l'analogie, c'est quoi? C'est que dans une entreprise, c'est pareil. Si tu veux faire plus de profit, tu dois apprendre à faire plus avec moins. Et du coup, en 2019, la chose que j'ai mis en place, c'est qu'au début de l'année, je me suis dit, cette année, je veux faire 500 000 euros de profit. Et donc, tous les premiers du mois, j'avais un virement automatique qui partait de mon compte vers un autre compte auquel je ne pouvais pas toucher. Un virement automatique de 42 000, je ne sais plus combien d'euros qui partait, tous les mois, qui m'obligeait à être créatif et à opérer avec 42 000 euros de moins par mois que ce qui était vraiment disponible. Et ça, c'est le secret pour créer plus de profit. C'est comment est-ce que je m'y prends pour réussir à opérer avec moins. D'accord? Et c'est une question auquel vous pouvez déjà réfléchir et c'est une contrainte que vous pouvez déjà vous mettre dès maintenant. Et dans l'immersion, on vous aidera justement à pouvoir identifier tous les moyens que vous avez pour pouvoir opérer avec moins. Et également, on vous aidera à embrasser la contrainte et à prendre du plaisir dans cette contrainte. Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, dès qu'on leur parle de contrainte, c'est ah, ça coince, ça gratte. Le problème, c'est que si tu ne veux pas embrasser la contrainte d'opérer avec moins d'argent, tu seras obligé d'embrasser la contrainte de ne plus avoir d'argent à la fin de l'année. Donc, c'est juste un choix de contrainte et on vous aidera lors de cette immersion à pouvoir embrasser cette contrainte, embrasser la bonne contrainte et à pouvoir identifier également toutes les stratégies que vous pouvez avoir pour opérer avec cette contrainte. Mais en tout cas, vous pouvez déjà prendre ça si vous le souhaitez. Euh, Charlotte, je te laisse la parole sur les critères pour une entreprise revendable. Yes. Euh, Très chouette cette analogie du tube de dentifrice que je ne connaissais pas. En fait, Euh, je crois que Charlotte, tu dis qu'elle est très chouette parce que c'est la première fois que tu l'entends. oui, c'est peut-être pour ça, mais à force, peut-être que ça va me fatiguer. Ok, donc ça, c'était sur la partie profitable, notre bel acronyme d'une entreprise PRE. Donc moi, je serais sur le R, sur le revendable. Déjà, c'est OK pour vous dans le chat, dites-nous par rapport à cette première partie. Et par rapport au revendable. Alors, là, on est sur un autre enjeu. Évidemment, quand elle est profitable, c'est d'autant plus intéressant pour qu'elle soit revendable derrière. Et sur l'aspect revendable, ce que je vous partageais, c'est que, pour refaire un point là-dessus, euh, peu importe. D'ailleurs, dites-nous dans le chat, est-ce que vous avez l'intention de revendre un jour ou non? Je suis curieuse de savoir. Moi, je sais qu'au tout début de l'aventure Post-Salem, c'était, comme tu disais, l'exemple de la rupture amoureuse, quoi. C'était juste inconcevable à ce moment-là. D'ailleurs, je ne comprenais pas les histoires de vente d'entreprise. Je me disais, mais pourquoi les gens font ça, en fait? Tu crées ton bébé et ensuite tu le revends, ça m'échappait complètement. Maintenant, je comprends. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, je sais qu'un jour, il y a des choses qui vont bouger, contraintes, choisies, peu importe. Je vais l'anticiper et tout ce que je vais mettre en place pour que l'entreprise puisse tourner sans moi, ça va être une sécurité et ça va apporter de la valeur à l'entreprise. Et en fait, il y a un paradoxe. Un paradoxe de l'entrepreneur, c'est qu'au plus l'entreprise, elle dépend de vous,
au moins elle fonctionne et au moins elle a le potentiel de fonctionner en fait, au moins elle a de valeur. Pourquoi est-ce qu'elle a moins de potentiel de fonctionner si elle dépend de vous? Déjà parce qu'elle va dépendre, tu as l'air de rigoler, ce qui est une blague que je n'ai pas vue. Je Non, regarderai je vos fais des réponses blagues, après. je fais des De blagues tout quoi? seul. Tu fais des blagues tout seul, c'est de mieux en mieux. Dans ma tête. Pourquoi est-ce qu'elle a moins de chances de fonctionner si elle dépend de vous? Parce que déjà, elle dépend de votre énergie. Vous le voyez, si vous êtes notamment dans tout ce qui est accompagnement, coaching, formation, j'imagine que vous êtes pas mal à avoir des business là-dedans. C'est que si ça dépend de votre santé, de votre état d'esprit, bah tiens, par exemple, si vous vivez une rupture amoureuse, vous êtes dans une passade difficile dans votre vie perso, ben, l'énergie dans le business, elle sera aussi moins importante. Donc, du coup, ça dépend de ça. L'autre problème aussi, c'est que quand l'entreprise, elle dépend de vous, il y a un manque de prise de recul. Quand on est les mains dans le cambouis, la tête dans le guidon, comme vous voulez pour l'expression, bah, en fait, on a du mal à prendre de la hauteur sur le business et on se retrouve souvent à travailler dans le business et pas sur le business. L'autre souci aussi, c'est que, quand ça dépend de nous, en tant qu'entrepreneur, on a quand même tendance à faire un peu des projections personnelles. Par exemple, on va, chercher l'alignement, absolu, on va chercher à ce que, nos dernières passions coïncident avec notre business et en fait, on traite ça, notre entreprise, plus comme un loisir que comme un business. Donc je dis pas par là qu'il ne faut pas, s'éclater, s'épanouir dans son business, on va évidemment y revenir, mais c'est important de se rappeler que notre entreprise n'est pas non plus notre bébé. Ça reste une entité séparée de l'entité qu'on est nous. Donc c'est ça le paradoxe de l'entrepreneur, et ce système de dépendance auquel il faut être vigilant. Donc à partir de là, dans une entreprise qu'on vend ou alors dans laquelle on travaille le moins possible, et je me base aussi sur mon expérience parce que Postadem, à la base, ce qui est rigolo, c'est que, il y a 1 an et demi, quand je me suis dit: «OK, je veux passer à autre chose dans ma vie», j'avais pas forcément en tête le fait qu'on pouvait vendre une entreprise, j'avais plutôt en tête de pouvoir, y être le moins possible. Il faut savoir que mon business m'a jamais pris plus de 20-25 heures par semaine. C'est arrivé que je fasse des semaines à 35 heures, mais c'est quand même pas hyper fréquent. Donc j'ai déjà mis en place de toute façon de base un business qui me prend assez peu de temps. Mais là, je voulais carrément réduire à 1 journée par semaine pour y être vraiment le moins possible. Et au final, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire puisque je suis effectivement passée à 1 journée par semaine et maintenant je suis à 1 heure par semaine depuis déjà plusieurs mois, et au point de le vendre. Et il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, que ce soit pour vendre ou pour y être le moins possible. Le premier critère qui, est important pour vous quand vous regardez votre business et qui va être important pour un acquéreur potentiel, c'est l'autonomie de la boîte vis-à-vis du dirigeant, donc vis-à-vis de vous. Et l'autonomie, elle va se jouer sur je vois Julien qui se tape des barres depuis tout à l'heure, c'est très perturbant. Ça va se jouer sur plusieurs choses. Je regarde pas le chat parce que je sais que sinon je me fais totalement déconcentrer. Le premier point, surtout dans nos métiers à nous, c'est l'enjeu du personal branding, quand on parle d'autonomie. Parce que je ne sais pas qui ici a un business qui repose beaucoup sur sa marque personnelle, mais ça, c'est, forcément un enjeu parce que le personal branding permet effectivement de multiplier les résultats. Vous le voyez peut-être quand vous montrez avec votre tête, ben, ça vend peut-être mieux que quand il y a pas votre tête, mais en même temps, ça crée une dépendance. Donc il y a un enjeu autour de ce critère-là. Postadem, moi, je l'ai conçu de façon à ce que ça ne repose pas sur ma présence et ça ne repose pas sur mon image. Pour autant, on sait que c'est Charlotte de Postadem, mais si j'y suis pas pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fait, ça ne change rien. Donc il y a cet enjeu de personal branding. L'autonomie, ça va être aussi sur, le fait que les clients achètent parce que c'est tel entrepreneur ou non. Et ça marche dans nos business de formation, mais dans d'autres business aussi, hein. Pensez à un restaurant. Peut-être qu'il y a un restaurant où vous allez régulièrement et en fait, s'il y a pas le patron, ben, ça a peut-être pas la même âme, ça a peut-être pas la même saveur. Donc il y a ce point-là. Il y a, le fait que le savoir-faire de l'équipe et pas que du dirigeant soit reconnu aussi pour ça. L'autonomie, c'est aussi l'autonomie par rapport au process de travail. Si par exemple demain même vous tombez malade, vous vous absentez pendant un petit moment, est-ce que quelqu'un peut récupérer le travail clé en main? Ou en fait c'est un tel bazar en termes de documentation, de process et cetera que personne peut vous remplacer au pied levé? Tout ça, je vous fais une version courte parce qu'on pourra en parler beaucoup et dans l'immersion, on va creuser tous ces critères-là. Mais tout ça, ça représente l'autonomie de la boîte vis-à-vis du dirigeant. Ça, c'est un premier grand pilier en fait de cette notion d'entreprise revendable. Ensuite, l'autre grand pilier, ça va être le modèle économique. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise elle a de la valeur et qu'elle peut tourner sans vous? Bon, c'est que déjà elle est profitable, ça on en a parlé juste avant. Et c'est aussi qu'il y a de la prédictabilité, on peut le dire comme ça, qu'il y a un CA qui est un chiffre d'affaires qui est prévisible. Donc, par exemple, qu'il va y avoir une récurrence, qu'il va y avoir peut-être une saisonnalité, mais qui est connue, en fait, qui est conscientisée. Et l'entreprise va gérer aussi les finances en fonction de ça. Donc, on sait que c'est prévisible et c'est pas la stratégie du au petit bonheur la chance, dans un trimestre, on verra ce qui se passe.
Le modèle économique, ça va être aussi le patrimoine qui est sain de l'entreprise, donc la trésorerie, les stocks, etc. Donc l'aspect plutôt financier. Un autre pilier important, c'est sur la différenciation et la valeur sur le marché. Parce qu'il y a votre entreprise en interne et puis il y a son positionnement sur le marché. Est-ce que c'est une marque qui est réputée sur ce secteur-là? Est-ce que c'est des produits qui sont connus, qui sont réputés? Parce qu'il y a aussi il y a la marque qui peut être connue, mais il y a aussi certaines, par exemple, certains programmes de formation qui sont particulièrement reconnus. Ça peut être aussi, en termes de valeur, les barrières à l'entrée. Est-ce que c'est compliqué pour un concurrent de venir vous faire concurrence? Est-ce que c'est facile pour un nouvel arrivant de venir vous faire de l'ombre ou pas? Donc les barrières à l'entrée. Il y a aussi, est-ce que vous êtes sur un marché qui est porteur à l'avenir? Il y a aussi tous les enjeux dans notre secteur autour du CPF, des évolutions juridiques. Donc ça va être sur le positionnement sur le marché et la valeur du business vu de l'extérieur. Après, il y a plein d'autres critères où je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est des choses qu'on verra en immersion. Mais autour du portefeuille client, de la valeur de ce portefeuille client, aussi de votre communauté, donc de vos prospects. Il y a aussi tous les sujets autour de vos produits. Par exemple, chez Postadem, il y a un catalogue de plus de 20 formations. Et sur les 20 formations, je crois que c'est 22 précisément, il y en a 4 que j'ai réalisées moi. Tout le reste a été fait par des formateurs externes. Et sur ces 4, il n'y en a qu'une seule où dedans, il va y avoir du mentorat, du coaching, etc. Donc, il y a aussi le fait d'avoir un écosystème d'offres qui, on parlait de fidélisation client, c'est typiquement ça, on rentre là-dedans, qui permet là aussi d'apporter de la valeur et que le repreneur ou vous-même, en cas d'un produit qui se vend moins bien, d'une évolution du marché ou que sais-je, on pourra faire tourner autre chose. Donc, il y a ça qui va rentrer en compte. Et le dernier pilier dont je peux vous parler, là aussi, sans rentrer dans un niveau de détail, surtout un jeudi à 18h40, c'est tout l'aspect, pas très sexy peut-être, mais juridique et financier. Est-ce que l'entreprise elle a des dettes? Est-ce qu'il y a des risques juridiques? Quand on cherche à vendre une entreprise, en fait, l'acquéreur potentiel va faire un audit pour voir ce qui se passe en interne. Et donc, est-ce qu'il y a par exemple un risque de requalification en CDI, notamment peut-être pour ceux parmi vous qui travaillent beaucoup avec des freelances, avec des prestataires, il peut y avoir ce risque-là. Est-ce qu'il y a des litiges clients? Est-ce que par exemple, quand vous faites des formations avec des partenaires externes, votre formation, elle appartient bien à votre société et pas au formateur? C'est plein de petits sujets juridiques qui, en fait, ont de l'importance et qui vont faire que votre entreprise, elle a de la valeur et elle est sécuritaire. Et une fois de plus, tout ça, c'est dans le cadre d'une vente éventuelle, mais aussi de vous-même. Parce que si vous avez envie de prendre du recul par rapport à votre business, peut-être d'en lancer un autre, d'être moins présent, d'avoir peut-être une équipe, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi évidemment le pilier équipe qui peut faire tourner ça sans vous, vous serez bien content d'avoir une entreprise qui est saine, en fait. Et je pense que ça, c'est d'ailleurs deux points importants à avoir en tête. C'est qu'il y a l'enjeu d'avoir un business qui est clean, qui est propre, qui est clé en main, et d'avoir un business qui a de la valeur. C'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir un business qui est clean, que vous pouvez vendre ou garder en l'état, mais aussi avoir un business auquel vous donnez plus de valeur pour maximiser aussi le prix que vous allez en tirer lors d'une vente. J'espère que c'est clair sur tout ça. Et le dernier point que je peux vous dire par rapport à ça, avant d'aller sur le E de épanouissant, c'est que tout ça, ça va être des critères qui sont inhérents à votre entreprise. Mais si on est vraiment sur la perspective de revendre l'entreprise, en fait, le juste prix, c'est le prix auquel le vendeur est prêt à vendre et auquel l'acquéreur est prêt à acheter. Comme une maison, c'est vraiment la même chose. Et en fait, l'acquéreur, il va mettre le prix qui lui semble juste par rapport à ce que l'entreprise génère déjà, mais aussi par rapport à l'écosystème que lui va pouvoir créer. Par exemple, si votre acquéreur, c'est un autre organisme de formation et qu'il a aussi des produits qu'il peut vendre à votre audience, en fait, vous avez des croisements qui peuvent se faire et c'est ça qui va permettre d'augmenter la valeur totale et du coup d'augmenter la valeur de vente de votre entreprise à vous. Donc ça, c'est vraiment dans le cas de la revente. Mais vous voyez que tout ce que je viens de vous partager sur les produits, les clients, la dépendance, le personal branding, le modèle économique, c'est des choses qui ont de la valeur, quel que soit le scénario dans lequel vous vous inscrivez avec votre business. Voilà ce que je peux vous partager là-dessus. Est-ce que c'est OK? Je regarde le chat parce que je ne regardais pas avant. Ça dépendra du tube de dentifrice. Je pense que j'ai loupé des trucs. Hmm. Mais, 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 euh, mais c'est vrai, en fait, c'est clair ce que tu dis sur le fait que tu veuilles la vendre ou non. En fait, c'est les mêmes critères. Parce qu'imaginons que tu as un litige client ou en fait, tu n'arriveras jamais à t'en détacher, même dans ta tête, vraiment, si tu sais qu'il y a des litiges avec des clients, si tu Tout à sais que fait. c'est clean juridiquement et à n'importe quel moment, si tu n'es pas clean juridiquement, par exemple, ton assistante va te demander ton avis et tu n'arriveras jamais vraiment à te détacher. Donc, effectivement, je suis, j'aime beaucoup l'idée que
que dans le fond, qu'on veuille la revendre ou non, c'est le même critère pour être libre. Mm. Yes. Complètement. Je reprends juste la question de Chloé en 2 secondes, mais ça paraît quasiment impossible de vendre une entreprise avec un fort personal branding. Effectivement, il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas forcément fonctionné, mais en fait, il y a plusieurs réponses à ça. Tu peux vendre une partie de la boîte, par exemple, certains produits. Il y a aussi le fait que si tu sais que tu veux vendre à un moment, tu peux volontairement entamer une démarche de dépersonnalisation. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, d'où le fait d'anticiper. Parce que si tu commences à le faire, moi, j'ai commencé à le faire il y a 2 ans, en fait. Et c'est le fait d'avoir anticipé ça qui permet aujourd'hui de vendre. Mais effectivement, ça ne se change pas en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que pendant l'immersion, on va voir comment vous pouvez amorcer cette transition-là en bénéficiant toujours de l'impact du personal branding, mais aussi en anticipant potentiellement une vente à un moment. Et je pense qu'en fait, c'est une super aventure de, d'apprendre à revendre une boîte. Parce que même si aujourd'hui, vous dites, ouais, mais ma boîte, si je la revends aujourd'hui, peut-être elle vaut 50 000, elle vaut 100 000, ça vaut pas le coup que je la revende. Moi, je crois autre chose. C'est que si vous vous entraînez à vendre votre boîte qui vaut 50 ou 100 000, derrière, au moment où vous recréerez peut-être le prochain projet qui en vaudra 1 million, vous aurez fait toutes les erreurs sur la boîte à 50 000 pour pouvoir vendre la boîte à 1 million. Mm. Et du coup, pour moi, il faut aussi le voir comme un entraînement. Et apprendre à vendre une boîte, pour moi, c'est un espèce d'entraînement qui te donne derrière un super pouvoir d'entrepreneur parce que tu peux envisager beaucoup plus de projets qu'avant. Tant que tu ne sais pas vendre une boîte, tu es dépendant de l'idée de est-ce que j'ai envie de faire ce truc 10 ans? Alors que quand dans ta tête, tu as cette compétence de vendre une boîte, il peut t'arriver deux choses. Soit, bah, en fait, du coup, tu peux envisager des projets sur lesquels tu sais que tu as envie de travailler que 9 mois, et tu vas travailler à fond pendant 9 mois, et dans 9 mois, tu vas le vendre. Et deuxièmement, c'est même une compétence, je pense, dans le fond, qui est monétisable. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrepreneurs qui seraient prêts à payer un consultant pour les aider à vendre leur boîte. Donc, ouais, je pense que c'est une super compétence qui est un peu sous-cotée, quoi. Tout le monde en bénéficie, même l'équipe en fait. Si vous construisez la boîte de cette façon-là, ce sera aussi beaucoup plus simple pour l'équipe. Je réponds juste à Levi qui dit, on est dans le cadre où la boîte est en France seulement, Charlotte. Non, en fait, la manière de structurer ta boîte pour pouvoir la vendre est la même de partout. D'ailleurs, moi, quand j'étais dans cette recherche-là, je me suis formée sur un programme US, sur l'exit, parce qu'en fait, en France, on en parle très, très peu. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être une des premières fois où vous en entendez parler. Qui plus est, dans notre domaine de souvent coaching, formation, je pense que vous êtes nombreux dans ce secteur-là. Et en fait, c'est un programme US avec lequel je me suis formée. Donc, ça ne change pas. Après, effectivement, les enjeux juridiques, tu vas avoir des spécificités françaises, mais ça n'empêche pas sur le fond. Voilà. Et alors, du coup, une fois qu'on est profitable, qu'on est en mesure de revendre et de prendre des vacances quand on en a envie, il faut qu'on soit heureux aussi. Donc ça, Ah c'est ouais, le parce que E. sinon, c'est un peu con. Enfin, on rigole, mais dans le fond, vous savez que 70% des gens qui revendent leur boîte ont une dépression dans l'année qui suit. Euh, Ah bah cool, ça change, je suis en train de... donc, Fallait le dire avant, ça. c'est pour ça que je te garde pas trop loin de moi, Charlotte, parce que comme ça, quand tu te trouveras en dépression, je pourrais te vendre un petit coaching, tu vois. Vous voyez le vrai visage de Julien Musy. J'attends que ça. Euh, Ok, donc, épanouissement. Soyons heureux, c'est parti. Soyons heureux, En 3 étapes, let's go. soyons riches et heureux. Euh, Riches et heureux. T'as l'air super inspiré. Ouais, je suis super inspiré. Je suis tellement inspiré. Euh, non, en fait, non, je suis en train de me dire que je vois mes notes là. Je me dis, putain, je suis peut-être parti dans un truc trop philosophique, mais bon, Vas-y, vas-y. Ça c'est pas changera grave. des sujets juridiques, hein. Donc, vas-y. Alors, on va quand même y aller. Euh, non, en fait, moi, il y a une question que je me suis souvent posée sur l'épanouissement. C'est, il y a tellement de philosophie autour de l'épanouissement. Et je vais vous citer deux extrêmes qui sont d'un côté, tu as Viktor Frankl, je ne sais pas si certains ont lu le livre Man's Search for Meaning, si certains ont lu ce livre-là. En tout cas, c'est l'histoire d'un d'un déporté juif qui est dans des camps de concentration, qui est psychiatre et qui est torturé tous les jours, ouais, torturé tous les jours dans ces camps de concentration. Et
qui a écrit un livre derrière, puisque c'est le seul à avoir survécu. Tous les autres des camps dans lesquels a été, dans les camps, des camps dans lesquels il a été sont décédés. Et lui, il a réussi à survivre. Et dans son livre, il explique qu'il a réussi à survivre pour une seule raison. Tous les autres sont morts de douleur et de souffrance. Et lui, il a réussi à survivre parce que il se disait toujours, en fait, je vais me servir de cette expérience pour pouvoir créer quelque chose qui aide les gens à sortir de la souffrance et à aller au-delà de la souffrance. Il a créé derrière une thérapie qui s'appelle la logothérapie. Bref, mais en tout cas, tout ce qu'il nous dit, Viktor Frankl, c'est que notre bonheur est uniquement déterminé par comment on regarde les choses et par notre regard sur les choses, par nos pensées sur les choses, par nos perceptions à propos de ce qui arrive. Donc, si on part de cette hypothèse, alors on pourrait dire qu'on n'a rien à vous apporter, puisqu'il suffit juste de regarder votre business d'une autre manière. Et la question du bonheur, elle est terminée. Il s'agit juste d'apprendre à voir le positif dans votre business et dans ce qui ne vous convient pas aujourd'hui. Maintenant, on a d'autres auteurs et d'autres philosophies qui nous disent complètement l'inverse. Si on prend un auteur comme Spinoza, lui, il nous dit au contraire que chaque fois qu'on agit en fonction de notre vraie nature, on va avoir une augmentation de notre puissance de vie et on va faire l'expérience de la joie et on va être heureux. À l'inverse, chaque fois qu'on agit d'une autre manière que dans notre vraie nature, c'est-à-dire, par exemple, si ma nature, j'en sais rien, c'est d'être quelqu'un qui prend la parole et qui me retrouve à faire de la compta toute la journée, alors à ce moment-là, dès lors que je suis en désaccord avec ma vraie nature, j'ai de la tristesse qui émerge, et pas de la tristesse au sens de l'émotion réellement, mais plus autour d'un état d'être de je suis pas heureux. Et pour moi, ça a toujours été une question en tant qu'entrepreneur de où est-ce que je mets le curseur? Puisque où est-ce que je mets le curseur entre euh, il s'agit de créer exactement la boîte que je veux euh, en faisant uniquement ce que j'aime et en n'ayant aucune contrainte, ou non, en fait, dans le fond, le bonheur, c'est juste une question de perception et du coup, il s'agit juste de créer la boîte la plus efficiente possible et c'est à moi derrière de faire le travail nécessaire pour pouvoir être heureux. Et en fait, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que c'est un 20-80. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle d'épanouissement, l'idée, je suis d'accord avec Spinoza à 80% et je suis d'accord avec Viktor Frankl à 20%. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on devrait viser en tant qu'entrepreneur, c'est passer 80% du temps, en tout cas tendre vers ça. Puisque peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas, et l'idée, c'est pas de tout envoyer chier pour dire demain, je redéfinis mon emploi du temps pour passer 80% du temps à faire ce que j'aime. Mais en tout cas, de tendre vers ça et de viser vers ça. Donc, d'avoir 80% de votre temps à faire ce que vous aimez. Et pour moi, ça doit être, c'est un but en tant qu'entrepreneur parce que c'est juste pour faire du profit et faire des choses qu'on n'aime pas juste parce que ça marche, ça ne vaut pas vraiment le coup. Passer 80% de notre temps, du coup, à faire ça. Et 20% du temps, d'avoir les outils et les perspectives pour réussir à prendre du plaisir dans ce qui ne nous en donne pas à la base. Et pour moi, le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours sur lequel je pense que si tu as créé une entreprise. Dessin. Ah ouais, je refais un petit dessin, désolé. Si tu as créé une entreprise, si on part de. Et vous pourrez évaluer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais au début, bah, tu as quand même pas mal de taf à faire et il y a du travail. Et donc, si là on dit je passe 0% de temps à faire ce que j'aime et là je passe 100% de mon temps à faire ce que j'aime, je pense que dans une entreprise qui est construite relativement en cohérence avec vos talents et qui vous correspond, dans la première phase, vous êtes peut-être entre 50 et 80% du temps à faire ce que vous aimez. Et à mon avis, vous êtes plus proche de 50 au début que de 80% du temps à faire ce que vous aimez. Et pour moi, créer une entreprise qui est épanouissante, c'est deux choses. C'est à la fois créer la structure et créer la structure, les process, la stratégie qui va me permettre de petit à petit tendre vers un emploi du temps qui me permet d'avoir 80% de temps à faire ce que j'aime. Et pour les 20% qui restent,
c'est ma capacité à apprécier ce que je n'aime pas à la base. Et pourquoi est-ce que je précise ça et pourquoi ça me paraît être important? Parce que je trouve que c'est difficile parfois de mettre de l'ordre dans, OK, en fait, est-ce que je dois juste fermer les yeux et serrer les dents et je dois y aller et je dois apprendre à prendre du plaisir dans ce qui m'en donne pas. Mais au final, ceux qui font ça finissent toujours par burn-out. Mais de l'autre côté, ceux qui sont juste dans, OK, en fait, moi, je veux juste faire ce que j'aime et je veux juste avoir de l'épanouissement, se retrouvent sans argent à devoir finalement devoir faire des choses qu'ils n'aimaient pas du tout parce ils étaient trop attachés à l'épanouissement. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, si vous me dites, bah, en fait, Julien, moi, je passe entre 0 et 50% de mon temps à faire ce que j'aime, c'est probablement, de mon point de vue, qu'il y a des choses à ajuster dans votre positionnement, dans votre offre et dans la manière dont vous avez construit votre entreprise jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que ça va être dur de passer de 20 à 80%. Possible de passer de 50 à 80%, mais de passer de 20 à 80%, ça va être difficile. Donc pour moi, il y a des choses vraiment dans les fondations à trouver. Si vous êtes aujourd'hui à 60%, au moins on est bon. Et là, il va s'agir de vous aider à créer la délégation, la structuration, pour vous permettre de déléguer là les 20% qui vous empêchent d'être à 80%. Et finalement, la dernière partie, c'est des outils, des changements de perspective qu'on peut vous amener pour apprendre à prendre du plaisir, même dans ces 20%, qui ne sont pas forcément votre nature profonde, mais qui sont aussi le prix à payer d'être entrepreneur et d'avoir du profit. Puisque c'est pas complètement vrai et c'est pas toujours vrai, mais en général, l'épanouissement te coûte un peu de profit et le profit te coûte un peu d'épanouissement. Vous captez ce que je viens de dire ou pas? Vous voyez Oui. le sens de ce que je viens de dire? Et Oui. c'est toujours un jeu, du coup, d'être clair sur qu'est-ce qui est profondément important pour moi dans cette phase de vie et d'être toujours à l'aise avec ses choix. Parce que un truc que je trouve fascinant dans la vie, c'est à quel point est-ce que lorsque on a l'impression de faire quelque chose dont on a le choix, d'un coup, c'est beaucoup plus épanouissant. Et je vais vous raconter une petite histoire pour ça, que j'ai vécu il y a 2 jours, sur lequel Moi, j'ai été sportif de haut niveau entre l'âge de 10 ans et 15 ans. J'étais en sport-études tennis et je passais ma vie à jouer au tennis. Et je m'entraînais 5 à 7 heures par jour. Et tous les jours, on m'envoyait des paniers de balles, et des paniers de balles, et des paniers de balles. Et franchement, je prenais pas énormément de plaisir à taper des paniers de balles toute la journée, parce que c'était pas quelque chose que j'avais la sensation d'avoir fondamentalement choisi. Je jouais bien au tennis, et quand tu joues bien au tennis et que tu veux progresser, tes entraîneurs te disent, bah, va taper des paniers de balles. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'ai arrêté le tennis à l'âge de 15 ans. Et puis, il y a 3 mois, j'ai découvert un sport que je kiffe, qui s'appelle le paddle tennis. Donc, pour ceux qui connaissent le paddle tennis, c'est le tennis en plus ludique, on va dire. C'est entre le tennis et le squash, mais en plus ludique. Et je me suis pris de passion pour ce sport. Et il y a 2 jours, j'ai pris mon premier cours, parce que enfin, j'ai progressé assez rapidement, étant donné que j'avais toutes mes bases de tennis. Mais j'ai pris mon premier cours il y a 2 jours. Et dans ce premier cours, le gars m'a fait taper des balles, des balles, des balles, des balles. Au panier, au panier, au panier. Un truc qui, il y a 15 ans, me paraissait ultra chiant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en faisant cette expérience, j'ai pris un kiff infini à me retrouver 15 ans en arrière, mais en ayant la sensation que cette fois, c'est moi qui l'avais choisi. Qu'on ne m'imposait pas de taper des balles, mais c'est moi qui avais choisi cette contrainte. Et pour moi, c'est ça dans le jeu de l'épanouissement d'être entrepreneur, c'est si, si tu sais que pendant un temps donné, tu sacrifies peut-être une partie de ton épanouissement pour ton profit, d'un coup, tu ne vis plus la contrainte de la même manière, tu le vis comme un choix que tu as fait et elle prend une toute autre saveur. Voilà ce que j'avais à dire sur l'épanouissement. Charlotte, si tu veux rajouter quelque chose. C'était un très bel exemple. Euh, non, 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 je pense que c'est bien. Non, non, j'ai rien à ajouter. En tout cas pour ce live, Ouais, c'est déjà pas mal. il est 18h59 et du coup, Charlotte, pour sa Dolce Vita, ne veut pas Moi, c'est aller l'heure où je au quitte le bureau. Ouais, c'est l'heure où tu quittes le bureau.
Euh, yes. OK. OK. Donc, j'enchaîne? Ouais, sur le quotient. Ouais. Allez, c'est parti. Je te laisse faire ça. OK. Ce que Charlotte m'a dit, bon, j'ai vu ce que tu as préparé. Tu te démerderas avec ta formule Son mathématique, là. quotient. Bon chance, hein. Euh, j'ai créé un quotient qui est, selon moi, un des meilleurs prédicteurs de votre épanouissement global sur le court terme, mais pas que. OK? Et on va démarrer avec cette formule barbare. Ma formule barbare, c'est la suivante. Tu fais un petit dessin? Non, je vais partager l'écran. Parce que je risque de me perdre sinon. Effectivement. Ah, OK. Donc, notre, juste pour rappel, j'ai fait un master de finance et de statistique. Et du coup, parfois, ça ressort. Euh, quotient PRE, c'est un score que vous allez avoir et que vous allez avoir dans quelques minutes. Vous allez avoir votre quotient PRE sur 100, qui est simplement votre marge divisé par 10, euh, plus votre quotient de revendabilité sur 1 à 5, qui est une évaluation arbitraire, fois votre épanouissement aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10. Ça paraît barbare comme ça, mais on va le faire petit à petit. OK? Donc, ma première question, pour pouvoir le faire ensemble, c'est aujourd'hui, votre pourcentage de marge, il est de combien en pourcentage? Donc, votre marge, c'est tout simplement votre chiffre d'affaires, non, ce qui vous reste avant impôt, divisé par votre chiffre d'affaires fois 100. Ok. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Mettez-moi dans le chat aujourd'hui. Quelle est votre marge actuellement? Pas tous en même temps, hein. 50. Ok, très bien. Les autres, environ. Je crois qu'en fait, il y a plus de gens qui viennent de chez toi, Charlotte, parce qu'à 19h, à 19h02, les gens aussi Il n'y a plus personne. C'est bien. C'est ça sont qu'on très veut. bien. OK, 50, 20. OK, très bien. Maintenant, sur une échelle de 0 à 5, à combien est-ce que, par rapport aux différents critères que vous avez observés, en tout cas que vous avez entendus aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 5, à combien est-ce que vous la percevez revendable? 0 veut dire, bah, en fait, non. Non, c'est le chaos total, tout dépend de moi. Il n'y a pas d'écosystème d'offres. Euh, tous mes clients veulent me tuer, je reçois des menaces de mort tous les jours. Euh, Pas dans l'extrême. non, pas dans l'extrême, jamais. Et 5 veut dire, je reçois des dizaines de lettres tous les jours de gens qui m'offrent des millions pour racheter ma boîte. Et entre 0 et 5, ben, vous avez des justes milieux. 0, OK. 2, OK. Et sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau d'épanouissement? Quel est votre épanouissement à développer votre boîte aujourd'hui? Quand vous êtes le dimanche soir, vous envisagez tout le travail que vous avez à faire dans la semaine, sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10. 0, ben, 0, plusieurs fois, on a eu besoin de venir vous rechercher dans la baignoire parce que vous étiez en train de vous tailler les veines. 10, vous ne dormez pas de la semaine tellement c'est incroyable de travailler dans votre boîte. OK. Maintenant, votre quotient PRE, vous prenez votre marge, votre
le niveau auquel c'est revendable, 0 à 5, fois, donc vous mettez votre marge divisé par 10, euh, plus à quel point c'est revendable sur 0 à 5, fois votre épanouissement, suivez bien. Et là, vous avez votre quotient PRE. Théoriquement, vous avez un score qui est sur 100. Si vous n'avez pas un score qui est sur 100, c'est qu'on a un problème dans la formule. Ok. Donc, faites le calcul. Votre marge en pourcentage divisé par 10, plus à quel point c'est revendable sur 0 à 5, fois votre épanouissement sur 0 à 10. 24, ok? Ça me paraît être un chiffre relativement probable. Ok. Pour moi, ce chiffre-là, le chiffre que vous allez avoir sur 100, vous donne l'évaluation la plus prédictible de à quel point cette boîte est une source d'épanouissement dans aujourd'hui et dans le futur. Pourquoi? Parce que pour moi, ce PRE, là, notre fameux acronyme dont Charlotte est extrêmement fan, euh, c'est une triade. C'est-à-dire que sur lequel tu changes un critère, tu ne peux pas changer un critère sans changer tous les critères. Donc, profit, épanouissement et revendable. Profit, épanouissement, on va dire que c'est ce qui détermine la satisfaction que ta boîte t'apporte aujourd'hui. D'accord? euh, D'accord que si vous êtes épanoui à 10 sur 10 et que vous faites 50% de profit, probablement que votre boîte est une vraie source de facilité, d'épanouissement et un vrai soutien pour votre évolution globale dans toute votre vie. Si vous avez juste de l'épanouissement, mais vous n'avez pas de profit, alors cette entreprise n'est pas un soutien global pour votre vie parce que comment vous financez votre famille, comment vous financez votre social, comment vous financez votre lifestyle, comment vous investissez, vous ne pouvez pas. OK? Et à l'inverse, si vous avez du profit mais pas d'épanouissement, alors cette boîte n'est pas non plus un soutien et un support à votre vie puisqu'elle n'est pas épanouissante. Et la notion de revendable est importante puisque elle vient nous parler du futur. Puisque si ta boîte est profitable et épanouissante aujourd'hui, mais qu'elle n'est pas revendable, vous êtes des êtres humains qui vont changer, dont les priorités vont changer à un moment donné, dont vous allez évoluer, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles envies. Et si elle n'est pas revendable, le problème, c'est que si elle n'est pas revendable aujourd'hui, demain, au moment où vous aurez plus la même envie, d'un coup, le profit baissera et votre épanouissement de devoir la, la gérer au quotidien baissera également. Donc, c'est pour ça que chacun de ces trois chiffres est important pour pouvoir évaluer à quel point cette boîte est un soutien pour votre réalisation de vous-même aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que nous, on aimerait vous proposer de prendre 2 jours ensemble pour pouvoir travailler justement sur vous assurer que votre boîte soit aujourd'hui et le reste demain un support pour votre épanouissement. Avant qu'on vous explique exactement comment fonctionne l'immersion, juste, je suis curieux. Qui parmi vous voit en quoi ce qu'on a partagé dans ce live, s'il les appliquait, s'il allait en profondeur là-dedans, voir en quoi est-ce que avancer et évoluer sur ces critères PRE pourra avoir un vrai impact dans sa vie et dans la vie de son entreprise. Mettez-moi moi dans le chat si vous percevez justement que euh, ça peut avoir un impact dans votre vie et dans le développement de votre entreprise. Pas tous en même temps. Yes. OK. Les autres, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous déconnecter maintenant puisque ce qu'on a à vous proposer est justement pour vous aider à pouvoir aller plus en profondeur là-dedans. Maintenant, ma deuxième question, c'est qui pense parmi vous que si on mettait le nez dans votre business, avec vous,
pendant 2 jours et qu'on était deux avec maximum 20 personnes pour mettre le nez dans votre business et vous aider à concrètement appliquer ces différents principes pendant 2 jours, qui pense que ça pourrait faire une différence dans son business et dans sa vie? Yes? Ok, parfait. Donc, on va vous partager justement comment vous pouvez passer ces 2 jours avec nous. Tu te laisses prendre la parole, Charlotte? Allez, c'est parti. Je prends la parole là-dessus. Euh, En fait, le principe de l'immersion qu'on conçoit avec Julien, comme vous le voyez ici, c'est qu'on sait que sur ce type de sujet, c'est pas la formation en ligne qui va permettre de le faire. C'est pas d'être tout seul dans sa tête, parce que c'est des sujets qui sont macro par rapport à votre business et qui sont euh, complexes dans le sens où ils nécessitent en fait d'avoir un regard extérieur. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Julien comment on peut amener ça au mieux. Et on s'est dit que 2 jours en présentiel à mettre vraiment le nez dans votre business, c'était le mieux pour ça. Et c'est comme ça qu'on pourrait travailler efficacement. L'idée, c'est de passer 2 jours à Nice, parce que comme je vous disais, Dolce Vita, hein, on aime aussi on aime les beaux endroits, on aime le sud, et donc d'avoir une bulle pendant laquelle vous travaillez, vous réfléchissez sur votre business et pas dans votre business. Peut-être que c'est le cas aussi aujourd'hui, c'est que vous passez tout votre temps, comme on disait, main dans le cambouis dans le business, et là, c'est de se dire, OK, pendant 2 jours, je prends de la hauteur sur quelque chose qui va apporter une valeur énorme au business, aussi bien à court terme qu'à long terme. Et pendant 2 jours, je vais passer au crible, en fait, tous les éléments du business, tous les critères dont on a parlé pour avoir un business, qu'on m'a dit, qui est revendable, profitable, épanouissant. Et pour qu'en 2 jours, ça change la donne pour la stratégie, pour la suite. Et qu'avec ça, vous puissiez repartir, en fait, avec tous les ajustements qui sont nécessaires pour soutenir ce business qui correspond à la vie de vos rêves, en fait, ce pourquoi vous êtes lancé, et avec le plan d'action qui soit vraiment implémentable pour vous, peu importe où vous en êtes aujourd'hui dans le business. Donc, l'idée, c'est qu'on vous accompagne sur les différents piliers qu'on a vus en fait ce soir pendant la présentation pour augmenter notre magnifique quotient PRE que vous avez découvert tout à l'heure. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on part sur un groupe à taille humaine, on a dit 20 personnes maximum, parce qu'on va travailler sur vraiment le détail de vos business, comme on disait tout à l'heure, les critères sur est-ce que c'est la lead gen, est-ce que c'est la conversion, qu'est-ce que c'est, qu'on ait le temps de travailler aussi bien sur du petit groupe que sur des temps avec Julien et moi. Et je pense que c'est ça l'essentiel que je peux vous partager là-dessus. Tu vois autre chose à ajouter, Julien, sur le fonctionnement? Non, en fait, non. Je vois, je vois, je vois, je vois rien à ajouter sur le fonctionnement. Par contre, je vois quelque chose à ajouter sur peut-être la raison profonde de pourquoi une immersion. Bon, déjà, pourquoi une immersion? Parce qu'en fait, bon, c'est un peu chiant pour nous de faire du Zoom toute la journée. Et on avait un peu envie de fun aussi avec vous et de Et on passer aime deux bien les bons restaurants aussi, donc du coup, on va aussi dans des beaux endroits. Ça, c'est mon soin, ça, je m'en occupe de trouver les beaux endroits où on va. Exactement. Donc, on a envie aussi de passer 2 jours. En fait, quand on a défini aussi c'est quoi les valeurs de l'immersion avec Charlotte et qu'est-ce qu'on veut vivre dans cette immersion, pour moi, il y avait différents mots. Le premier, c'était fun. Bon, voilà. C'est pas pour ça que vous allez payer, mais pour autant, on a quand même envie que ça soit fun et de passer 2 jours cool. Et je pense que c'est 2 jours sur lesquels on a envie aussi que vous sortiez en vous disant, putain, franchement, c'était trop cool. Franchement, j'ai kiffé. Ouais, franchement, j'ai passé 2 jours trop cool, même si c'est pas le seul but. La deuxième chose pour moi, c'est aussi profondeur. C'était le mot que j'avais dans l'intention de cette immersion parce que une formation en ligne, le problème, c'est qu'on reste en surface. Un Zoom, on reste en surface. Là, le fait de pouvoir vous connaître chacun et de pouvoir connaître vos business chez chacun, ça nous permet d'aller en profondeur et en profondeur autant dans l'analyse fine du business que en profondeur pour ceux qui me connaissent dans qu'est-ce qui se joue dans la psychologie aussi dans le business. Puisque sur un Zoom, sur une formation, le problème c'est que j'ai plein de gens et c'est difficile pour moi de donner un feedback à chacun. Par contre, si tu me mets 2 jours avec 20 personnes, rien que dans la manière dont tu vas prendre ta place dans ces 2 jours, dans la manière dont tu vas interagir, dans les mots que tu utilises pour formuler tes questions, ça va me donner énormément de clés de lecture pour comprendre qu'est-ce qui se joue également dans ta psychologie et dans ton mindset. Donc, profondeur, c'est le deuxième mot. Et, euh, et le troisième mot, c'était actionnabilité. C'est-à-dire qu'on veut aussi que vous ressortiez avec quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez mettre en place et qui ne soit pas juste de la théorie, mais un vrai plan pour augmenter ce fameux quotient PRE. Et c'est pour ça que cette immersion, elle sera ponctuée
de transmission, de moments d'intelligence de groupe et de partage en groupe. Ça, c'est mon petit côté à moi, de visualisation et d'éléments de connexion sur lesquels on va pouvoir éveiller votre intuition d'une manière qu'on ne peut pas éveiller sans le présentiel. Et également de discussions informelles, que ce soit dans les dîners, que ce soit dans les différents repas, sur lesquels parfois l'insight que vous avez, c'est dans un repas. Et voilà, pour moi, c'est comme ça que va se ponctuer cette immersion. Et Oui. c'est une aventure qu'on ne peut avoir qu'envie de vivre, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Je te rejoins complètement sur le. Nous, on appelle ça les discussions jacuzzi. En fait, ça fait des années que je fais partie de Mastermind. Vous savez, c'est des groupes d'entrepreneurs où on se réunit, on passe 2-3 jours à s'entraider sur nos business. La différence avec un mastermind tel que moi j'en fais, c'est que les masterminds, c'est assez informel, alors que là, on a vraiment des thématiques sur lesquelles vous faire bosser pour que ce soit vraiment un temps qui soit 100% efficace. Mais c'est qu'en fait, souvent, les pépites, elles vont se créer dans les moments informels, d'où les moments jacuzzi, dans les dîners. Et donc là, sur les 2 jours, on a les repas du midi, on a aussi le dîner du soir, dans un très bel endroit, où on a le temps de creuser ça, et où en fait, il y a et les retours de Julien et moi, et les retours que vous avez entre les participants. C'est pour ça, on va vous en parler juste après aussi, que en fait, on valide les profils des participants. C'est pas juste une inscription lambda, il y a un système de validation de vos candidatures pour qu'on s'assure que déjà l'immersion, elle va vous apporter un maximum et que c'est pertinent par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, et que la synergie du groupe aussi aura vraiment du sens par rapport au type de business, par rapport au mindset, par rapport aux enjeux que vous rencontrez. Yes. Parfait. Transition, vas-y. Bon, euh, j'ai j'ai une question et je vais vous demander de répondre parce que je vous trouve un peu mou aujourd'hui dans le chat. Voilà, je vous trouve un peu mou. J'aimerais un peu plus d'engagement dans le chat. Sinon, j'ai peur que mon automatisation Zoom doive en éjecter quelques autres. Je crois que je vais rajouter un petit critère sur mon automatisation Zoom. Ma première question, c'est comment est-ce que vous seriez prêt à investir pour augmenter votre niveau de profit de 20 000, 50 000 ou 50 000 euros par an ou 100 000 euros par an? Combien ça vaut pour vous de pouvoir augmenter votre niveau de profit et de faire 50 000 euros de profit de plus l'année prochaine? C'est quoi? Combien ça vaut? En tout cas, moi, ma manière de penser, j'attends votre réponse dans le chat, mais moi, ma manière de penser, c'est que j'aime l'inverser et réaliser que, en fait, de ne pas savoir comment faire 100 000 euros de profit de plus l'année prochaine, ça me coûte 100 000 euros chaque année. Le coût de ne pas savoir comment faire 200 000 euros, ça me coûte 200 000 euros chaque année. Et souvent, on pense, qu'est-ce que ça me coûte de... Qu'est-ce que ça me coûte d'investir sur moi, mais combien ça me coûte d'être ignorant sur comment faire plus de profit, sur comment revendre? Bah, clairement, moi, ça m'a coûté 3 millions de ne pas savoir comment revendre ma boîte. La deuxième question, c'est combien vous seriez prêt à investir pour créer les fondations et la structure d'une entreprise qui est revendable. Si on imagine que dans 3 ans, votre entreprise fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'on imagine que vous la vendez à un multiple de 1 de votre chiffre d'affaires, alors j'imagine que ça vous coûte votre chiffre d'affaires annuel de ne pas savoir comment la vendre. Et bon, je ne vais pas vous poser la question sur l'épanouissement, parce que combien vaut votre épanouissement? Bah, il n'a pas de prix. Et au fond, la seule raison pour laquelle vous voulez plus d'argent, plus de profit, garder plus d'argent, économiser plus d'argent, c'est parce que vous croyez que ça va vous donner plus d'épanouissement. Donc, vous voulez plus d'épanouissement et ça Ça va entraîne me pas de donner prix. plus de liberté. Euh, on a un petit truc dans le chat. Ouais, c'est bon, ok, Ouais, c'est bon. parfait. Donc, à travers ces différentes questions, tout à l'heure, quand j'ai préparé le webinaire, je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai, quoi. On ne la vend pas du tout assez cher, cette immersion. C'est-à-dire que si on donne aux gens la clé pour faire 100 000 euros de plus de profit l'année prochaine et pour pouvoir la vendre dans 2 ans, par exemple, ou dans un an, alors elle n'est pas du tout vendue assez cher. Je me suis dit, putain, dans le fond, on aurait pu imaginer le business model totalement différent et se dire, bah, en fait, c'est une immersion à 50 000 balles parce que la personne
qui perçoit la valeur de pouvoir la revendre, elle est OK de mettre 50 000 euros. Heureusement, comme je l'ai écrit dans mes notes, on est gentil, lol. Et on ne va pas vous demander 50 000 euros, ni même 20 000 euros, ni même 10 000 euros, mais seulement 1 800 euros hors taxe. Voilà. 1 800 euros hors taxe pour passer ces 2 jours avec nous, sur lequel, dedans, les repas sont inclus, Charlotte? Ouais, Point. midi, les 2 midis et le dîner du soir. OK. Les repas sont inclus, le déplacement est à votre charge, le logement est à votre charge, mais nous, on se charge de l'immersion, de notre bonne humeur, de notre expérience, de nos insights et des repas et de tout dont on a besoin pour vous aider à faire ce shift. Voilà. Et pour vous inscrire, ce qu'on vous propose, c'est de verser un acompte de 1 000 euros hors taxe, de 900 euros hors taxe. Pour une raison, c'est que la valeur de cette immersion, elle est aussi dans la qualité du groupe. Et que elle est aussi dans la qualité du groupe. Et nous, on n'a pas non plus envie de prendre de l'argent à des gens sur lesquels on se dit ça va être prendre de l'argent et concrètement, ils ne vont pas retirer leur investissement. Notre but, c'est de pouvoir recevoir l'argent uniquement de personnes à qui on est sûr de pouvoir faire un x20 sur leur investissement, un x30 sur leur investissement, un x50 sur leur investissement. Donc, c'est pour ça qu'on prend un acompte de 900 euros sur lequel je vais vous mettre le lien pour pouvoir déposer votre acompte dès maintenant. Et ensuite, nous, demain, on va vous envoyer un formulaire avec différentes questions pour pouvoir évaluer est-ce que est-ce que vous correspondez vraiment, nous, à ce qu'on recherche pour cette immersion, le type de candidat qu'on recherche pour cette immersion. Et si vous faites partie, ben, on sera très content de vous accueillir et de vous envoyer le lien pour pouvoir finaliser votre inscription. Et si ce n'est pas le cas, ben, tout simplement, on vous remboursera intégralement l'acompte en vous disant tout simplement que on ne peut pas vous aider. Voilà. Et éventuellement, peut-être pour certains, ça peut arriver. On aura un call de validation peut-être avec certains. Je ne sais pas sûr. Ça dépend des profils pour valider si le profil correspond. Voilà, voilà. Yes. Les dates. 20-21 mars. 20 OK. et 21 mars à Nice. Voilà. Et par rapport au tarif, ça, c'est le tarif qu'on fait en Early Bird. On le fait jusqu'à dimanche, du coup, ça. Après, on passera sur le tarif normal de l'offre qu'on a fixé à 3 000 pour info aussi. Et de toute façon, on fait aussi un système de premier candidat, premier servi, quoi. Premier arrivé, premier servi. Une fois, en tout cas, que le profil est validé. Voilà. Quel hôtel? Ça, on enverra les infos logistiques aux participants. En tout cas, c'est dans la vieille ville. C'est proche vieille ville de Nice. Et par contre, après, le logement, ça, c'est à votre charge. Mais effectivement, le séminaire a lieu dans un hôtel. Je réfléchis si j'ai autre chose à ajouter par rapport à ça. Merci, Livaille. Je regarde dans vos questions. Levi, il s'est mis un petit appel à l'action vers ses offres à lui sur le. Non, franchement, stylé, Levi. Je vais l'utiliser pour les réseaux sociaux et pour les réseaux sociaux et pour ma vignette YouTube. Trop stylé. Je kiffe, merci. Canon. Trop bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter, Julien? Je réfléchis. Je pense qu'on est pas mal. Bah, achetez quoi. On a hâte de voir les profils. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les profils parce que c'est un... Je rêvais... Tu sais, toi, tu dis des trucs, moi, je suis très sérieuse à côté. J'étais dans mes pensées mais sur le fait que c'est quand même un angle particulier. Et en fait, moi, je me dis que j'aurais adoré avoir ça. Parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à la base, je m'étais dit, j'aimerais dans mon business, dans Postalem, y être moins. Mais je n'avais pas forcément cette idée de vendre au départ. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai été contactée par un acquéreur potentiel qui m'a dit, est-ce que tu es ouverte à vendre ton entreprise? Et c'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, oui, c'est une excellente idée. Et j'y avais pas pensé par moi-même. Et je pense que si j'y avais pensé par moi-même plus tôt, j'aurais pu augmenter la valeur de la boîte au moment de la vente. C'est même pas, je pense, c'est sûr et certain. Heureusement, j'avais déjà mis des choses en place qui me permettaient d'y être peu et même de moins en moins. Mais c'est vraiment des sujets qui déjà sont passionnants. Si vous êtes passionné par votre business et par le business de façon générale, ça permet vraiment d'avoir une
une approche macro du business que je trouve absolument passionnante. Et comme on vous le disait aussi, c'est des choses qui vous serviront quoi qu'il arrive. Je le vois chez des clients que j'ai eus en mentorat individuel, en immersion individuelle, qui en mettant des choses parfois simples en place, mais qui changent absolument tout, ont déjà des bénéfices dans leur vie à court terme en fait. Dans la liberté que ça donne, dans l'allègement de la charge mentale, dans la collaboration aussi avec leur équipe, dans le profit, dans le kiff aussi qu'ils prennent là-dedans. Donc, c'est vraiment un sujet que je suis hyper heureuse d'aborder et que je suis très heureuse d'aborder avec Julien parce que je pense qu'on a vraiment des parcours qui sont super complémentaires, des approches qui sont complémentaires et franchement, ça va être trop cool. Donc, j'ai hâte de voir qui sera dans ce groupe. Eh ben, on est bien, hein. Écoute, 19h25, j'ai fait des extras par rapport à mes heures de bureau habituelles, hein. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez une dernière question ou c'est OK pour tout le monde? Non, ils sont tous en train de payer. Dépêchez-vous de payer. Oh non, mais Julien, Je vais sortir. non. Ça va être long les 2 jours. Tu Je crois veux, que c'est ça le plus gros challenge en fait. tu veux que je raconte aux gens que j'ai jamais été au resto avec toi sans avoir honte à un moment ou... C'est partagé. Je peux raconter, mais on le racontera qu'à ceux qui sont là à l'immersion, tu vois, c'est un appel à l'action pour raconter nos anecdotes de restaurant. Exactement. Top. Eh ben, content si ça vous a plu. C'est cool, on enverra le replay. Top. Eh ben, merci à vous d'être Yes. présent. Merci Levi merci encore pour le Ouais, c'est résumé. trop cool. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on vous attend à Nice, hein. Yes. Voilà. Merci à tous. Belle soirée et à très bientôt. Ciao tout le monde.